Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bonjour à vous, bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure, mesdames et messieurs. Congo d'Excellence veut donc vous armer des valeurs, des bonnes valeurs, qui feront de vous demain les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Et sachez, mesdames et messieurs, que ces valeurs sont au centre des secrets de la réussite et du succès. Et c'est ce que nous avons l'objectif de vous faire découvrir à chacune de nos émissions. Eh bien, nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expériences qui pourra vous enrichir et surtout vous éclairer sur la manière dont vous pourrez vous émerger et avec vous, toute la nation. Christelle Dibata pour vous accompagner une nouvelle fois dans ce nouveau numéro de Congo d'Excellence. Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous offrir meilleur, pour vous accompagner. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence. Nous sommes ici à 360 km de Lubumbashi, à Kashobwe précisément. C'est le village qui a vu naître celui qui est actuellement le numéro 1 de la province du Katanga. Ainsi donc, vous le constaterez que le public qui nous entoure ainsi que les différents intervenants qui vont poser des questions au cours de cette émission sont originaires de la province du Katanga où nous nous trouvons présentement. Eh bien, si nous n'avons pas hésité à nous déplacer, c'est parce que dans Congo d'Excellence, nous voulons à chaque fois vous offrir le meilleur de ce que la République démocratique du Congo a à partager. Et donc, vous l'avez bien compris, chers téléspectateurs, nous avons la chance d'avoir cette fois-ci comme invité son Excellence, Monsieur Moïse Katumbi Chapoué, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui, parmi les siens. Son parcours a fait de lui un homme tout à fait exceptionnel, à la fois homme d'affaires accompli, président d'un des clubs les plus prestigieux de l'Afrique centrale, le tout-puissant Mazembe, et bien sûr, gouverneur d'une des provinces les plus riches que nous comptons en République démocratique du Congo. Eh bien, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, car nous plongeons au cœur même des secrets et des clés de la réussite et du succès. Accueillez, s'il vous plaît, Monsieur Moïse Katumbi Chapoué. Excellence, Monsieur le Gouverneur, bonjour. Et encore bienvenue sur le plateau de Congo d'Excellence. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Monsieur le Gouverneur. Eh bien, nous avons une coutume sur Congo d'Excellence. Nous suivons avec notre invité un portrait et nous allons suivre le portrait de votre excellent parcours. Né le 28 décembre 1964 aux environs du lac Moero, au sein de l'ethnie Bemba, à Kasholowe dans la province du Katanga, à 350 km de la capitale katangaise, Moïse Katumbi Chapoué a fait ses études primaires au lycée Kiwele de Lubumbashi pour continuer à la mission des Kapoloé, où il va décrocher son diplôme d'État, option pédagogie. À 17 ans, affûté des techniques qu'il a appris en famille, il va monter sa propre compagnie de pêche. Pour la petite histoire, c'est avec les $100 que lui a offert son frère pour s'acheter une paire de chaussures neuves. C'est aussi en famille qu'il apprend le sens du partage, de la générosité, le trait de caractère qui lui vaudra l'amour de toute une province, qui sera partagé plus tard par toute une nation. Son passage en Zambie lui permet de parfaire sa connaissance en anglais et de suivre une formation en gestion. C'est en 21 ans qu'il gagne son premier $1 million, résultat d'une attitude venant d'un travailleur acharné et infatigable. Viendra ensuite l'exil en terre zambienne en 1999, dont il reviendra 4 ans plus tard, plus populaire que jamais. La clameur de son nom, scandée par une foule transportée, laisse entendre l'espoir renaissant dont il est le porteur. Son retour dans les affaires est marqué par le lancement de Mining Company Katanga et sa participation à la privatisation de l'AG Camine. 3 ans plus tard, soit en 2006, il est élu député national avec plus de 100 000 voix aux élections législatives, un record qui fait de lui le député ayant récolté le plus de voix sur toute l'étendue du territoire national. Alors, c'est aussi sa première aventure en terrain politique. En janvier 2007, il est élu gouverneur de sa province natale avec une majorité écrasante de 94 voix sur 102. Une adoption quasi spontanée qui atteste de la valeur de l'homme auprès de la nation congolaise tout entière. Sa générosité transcende le province pour faire de lui l'un des mécènes le plus sollicités à travers le pays. Le nom de Moïse Katumbi Chapoué est aussi associé à celui du tout-puissant Mazembe, un des clubs sportifs le plus en vue sur le continent africain. En 2009-2010, c'est l'éclosion. 2 super coupes d'Afrique gagnées par tout-puissant Mazembe, se plaçant ainsi au toit de l'Afrique. Cerise sur le gâteau, un titre de vice-champion du monde décroché en décembre 2010 à Abu Dhabi. Véritable élément fédérateur, le football a été l'instrument par lequel Moïse Katumbi a su séduire. En visionnaire, il a fait du tout-puissant Mazembe une machine footballistique tout à l'honneur d'une province acquise mais aussi d'un pays conquis. Moïse Katumbi Chapoué,
est l'invité du Congo d'Excellence d'aujourd'hui. Nous voici de retour sur le plateau de Congo d'Excellence. Je rappelle que nous sommes en compagnie de notre invité qui n'est autre que le gouverneur de la province du Katanga, M. Moïse Katumbi Tshapwe. Et nous sommes dans le village qui vous a vu naître, mais je pense que les choses ont quand même beaucoup changé depuis votre naissance. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis mon retour de l'exil. Et même avant que je puisse aller en exil, on a fait quand même beaucoup de choses parce que mon père était ici. Et on a eu aussi le soutien de la population de Kashobwe, le village qui m'a vu naître. Je me suis dit en tant qu'un ancien opérateur économique, je me suis dit je ne veux pas oublier mes racines, c'est le plus important. Voilà, Excellence, Monsieur le Gouverneur, en analysant votre parcours, on constate en fin de compte que vous avez fait plusieurs carrières dans des secteurs qui sont différents les uns des autres. Tout d'abord, vous avez commencé une carrière d'homme d'affaires où vous avez fait fortune. Plus tard, vous allez entamer brillamment une carrière politique avec un vote record de plus de 100 000 voix. Vous avez été donc élu député national. Ce n'est qu'ensuite que vous allez prendre la tête de votre province et parallèlement, vous avez fait du mécénat un véritable art de vivre, un métier au service des autres. Et bien entendu, cette réussite n'est pas venue par hasard. Elle repose sur votre caractère, vos valeurs et vos aptitudes. On sait que vous avez la réputation d'être un visionnaire et d'avoir un sens aigu des affaires que vous tenez de votre père. On dit aussi que vous êtes déterminé et volontaire. Beaucoup voient en vous un humaniste sensible et généreux, un ami fidèle et loyal. Mais surtout, on sent que vous avez le sens du sacrifice, surtout lorsqu'il s'agit de votre patrie et de votre peuple. Cette réputation dépasse largement le cercle de vos proches et qui vous fait l'unanimité pour s'étendre sur tout le territoire national et même au-delà. Alors l'objectif de cette émission, Monsieur le Gouverneur, ça sera de passer en revue ces différentes casquettes que vous avez supportées avec équilibre, surtout avec beaucoup de dextérité. Et c'est avec vous que nous allons découvrir les différentes valeurs qui sont à la base de la recette de votre succès. Et nous aurons bien sûr la chance d'entendre vos réponses aux questions qui seront posées par les différents intervenants qui sont là avec nous. Et je m'appelle Kino Mumba, ex-Michel. J'ai travaillé avec Moïse en tant que secrétaire des établissements pendant plus ou moins 22 ans. Il travaillait beaucoup, il avait beaucoup d'ambition. Pourquoi? Parce que lui ne reculait jamais à aucun obstacle. Personnellement, difficile à le comprendre. Depuis que nous sommes enfants, je le prends pour un modèle d'abord, et j'ai difficile à le comprendre, puisque le gouverneur, vous pouvez vous séparer tardivement, vous pouvez vous séparer à 2h du matin, à 3h du matin, il vous dit, bon, c'est quoi demain matin? Tu vas chez toi, tu crois qu'il va se réveiller à 9h ou à 10h, mais tu le trouves déjà à 6h du matin debout. C'est un homme vraiment ponctuel, un bosseur que je n'ai jamais vu. Moi, je le prends vraiment pour un modèle. En tant que gouverneur, moi-même j'étais gouverneur. Hein. Je sais ce que c'est être gouverneur de la province du Katanga. Il fait un travail remarquable et appréciable. Le gouverneur qu'on a eu en chose ici au Katanga, je crois qu'il s'il n'est pas le meilleur, il est parmi. Je vois même qu'il est le meilleur. Nous allons donc commencer par le premier thème que nous avons retenu dans votre profil, qui est le côté travailleur acharné, gros bosseur, certains diront workaholic. Alors, vous avez commencé très jeune à travailler, trop jeune diront certains, puisque vous avez commencé à travailler à l'âge de 13 ans, c'était pendant les grandes vacances, vous travailliez pour votre frère, vous partiez sur de gros camions, acheter, vendre du poisson dans des villages comme Moulongo ou Malembankulu. À l'époque, déjà, vous manipuliez quand même d'importantes sommes d'argent, de 2 à 300 000 $ pour un enfant, je pense qu'on peut dire de 13 ans, c'est beaucoup. Et vous allez gagner votre premier million à 21 ans, à partir du moment où vous avez lancé votre propre business. Alors, certainement que vous devez connaître Colette Brackman, qui a écrit dans son blog, qui est d'ailleurs l'un des plus lus concernant l'actualité RD congolaise. À Lubumbashi, les plus anciens se souviennent de ce jeune métis noirci au soleil, à force de vendre au grand air, qui venait
imaginez vendre à la Gécamine des chargements de poissons pêchés au lac Moero. Alors vos efforts seront récompensés par une réussite des plus impressionnantes. Quelle mentalité doivent-ils avoir s'ils veulent se lancer dans les affaires? Merci beaucoup. Je crois, si je dois donner un petit conseil aux jeunes, parce que nous on vieillit pour le moment, hein. Je vais avoir maintenant 50 ans, donc on est en train de vieillir. J'ai commencé, c'est vrai, très jeune. J'ai perdu aussi mon père, j'étais très jeune. Je suis resté avec ma mère et mon grand frère. Et on est une très grande famille. Le petit conseil que je vais donner aux jeunes aujourd'hui, c'est avoir le courage. Surtout le courage de dire la vérité et l'honnêteté. C'est le plus important. Parce que j'étais très jeune, quand j'accompagnais pendant les grandes vacances les camions de mon grand frère, que ce soit à Kilwa, à Moulongo, tout ça. Donc il ne fallait pas être distrait, il fallait travailler, il fallait être très prudent. Et je revenais toujours avec des surplus. Aucun jour je perdis l'argent de mon grand frère. Donc c'était un métier qui n'était pas très facile, parce que le poisson étant un produit périssable, c'était du poisson frais, c'était pas du poisson salé. Et quand vous arrivez à Lubumbashi, parfois on arrivait à Lubumbashi vers 23 heures. Il fallait aller directement aller décharger le poisson, nettoyer le poisson, et le lendemain dormir un peu pendant 1 heure, 2 heures, et rentrer encore, reprendre la route. Donc c'était pas facile. J'étais très autoritaire. Et quand je revenais et que je donnais un rapport à mon grand frère, dit ce monsieur ne rentre pas avec moi, et il n'allait pas rentrer avec moi, c'était fini. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on cherchait. Je crois que j'étais un enfant béni. À cet âge-là, je savais ce que je cherchais. Il y a des chauffeurs que je disais à mon grand frère, le monsieur ici il n'est pas bon. Au lieu de faire 5 jours, voilà, nous avons perdu tout un camion de poissons, parce que le monsieur, partout où il passe, il reste là-bas pour dormir, il y a des copines un peu partout. Donc il fallait déjà avoir tracé une ligne dans la vie de le bas âge. Et moi je me suis dit, bon, je vais serrer ces gens, les gens qui ne voulaient pas travailler, mais ceux qui travaillaient c'était de grands amis. Parce que je voulais montrer aussi à mon grand frère qui payait mes études que je pouvais aussi contribuer aussi à sa réussite. Donc je demanderais aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, chez nous dans notre pays, surtout les jeunes qui étudient, ils pensent toujours à être politiciens. Dans la politique, il n'y a pas de l'argent. Si nous devons reconstruire notre pays, c'est d'aller dans les affaires. Et je demanderai à tous les jeunes Congolais d'oublier la politique. On ne fait pas de l'argent en politique. On dépense de l'argent en politique. Mais le problème, il faudrait être sérieux dans ce qu'on fait. Vous savez, tout ce que nous vivons dans nos maisons, c'est une très grande éducation. Parfois, on oublie. Quand les parents vous disent, fais attention, il faut respecter le bien de ta grande sœur, il ne faut pas voler, tout ça. J'ai appris ça quand je suis devenu opérateur économique. J'ai dit l'éducation que j'ai reçue de ma maison, c'est ce que j'étais en train d'appliquer. Alors Nathalie, je pense que nous devons ouvrir la série de questions. Tout à fait, et nous allons passer donc la parole à notre premier intervenant, c'est Lionel. Bonjour Son Excellence, Bonjour. C'est Monsieur Lionel Ngondo, stagiaire en médecine de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, quelle qualité peut-on avoir pour être un bon travailleur et quel est le secret de votre capacité à gérer tant de choses et comment faites-vous pour être toujours performant? Merci beaucoup, Monsieur Lionel. Vous savez, j'étais jeune comme vous. D'abord, il fallait être sérieux, avoir la volonté et la crédibilité aussi, respecter ses engagements. Et être aussi un grand travailleur, la discipline, si je peux dire ça comme ça. Moi, je n'ai pas porté un costume quand j'étais très jeune comme vous. Vous avez la chance d'avoir un costume aujourd'hui. Moi, tout ce que j'économisais, c'était pour voir comment est-ce que je pouvais faire aussi ma petite société un jour. Donc, c'est le plus important. Donc, moi, ce que je vous demanderais, c'est d'abord aimer sur tout ce qu'on fait, être crédible. Et vous savez, j'ai commencé très jeune. J'ai ouvert mon compte très jeune, mais j'étais un grand travailleur, même avec mes amis. Bon, je crois que je dormais pendant 3 heures, maximum 4 heures par jour. C'était pénible. Mais je savais ce que je cherchais dans la vie. Il fallait avoir une vision, surtout la crédibilité. Quand j'allais quelque part, j'allais dans une banque, j'avais besoin d'un petit prêt, mais je devais respecter le remboursement. Et je ne connaissais pas le boîte de nuit. J'allais une fois peut-être là, avec des amis,
Moi, je revenais de mes chambres froides vers minuit ou 2 heures du matin parfois et ils étaient dans des boîtes de nuit. Parfois, mes amis m'appelaient pour me dire « Moïse, où est-ce que tu es ?» C'est pourquoi les enfants m'appellent souvent Moïse. Je dis « Bon, je suis au boulot. » Il dit « Passe un peu par là. » Quand vous arrivez là-bas, avec l'odeur de poisson, tout le monde faisait ça. Et à la fin, moi, je disais à mes amis, il dit, continuez à vous amuser. Il y a des amis qui sont décédés avec beaucoup de maladies. Il y a des amis qui n'ont plus rien aujourd'hui. Il y a des amis aussi qui ont eu la chance d'avoir de parents qui ont eu beaucoup de moyens. Ils ont tout bousillé. Donc, il fallait avoir déjà une vision. Le problème, vous savez, les enfants d'aujourd'hui disent souvent, ils disent non, il y a un temps pour tout, le temps de s'amuser, oui. Mais il y a aussi un temps pour travailler. Parce que tout ce que vous allez devenir un jour, c'est votre ligne de conduite de le bas âge. C'est le plus important. Et moi, je savais ce que j'allais devenir. Je ne voulais pas un jour être comme mes amis qui étaient en train d'aller demander de l'argent de poche à leurs parents ou bien habiter la maison de leur propre père. J'ai commencé à construire ma propre maison à l'âge de 19 ans. Si vous êtes à Lubumbashi, vous pouvez voir la maison. Donc, je savais ce que je cherchais. Donc, ces histoires d'aller en boîte, il faudrait oublier ça. Vous pouvez aller en boîte avec votre propre argent, ça j'accepte. Mais si vous allez dépendre de votre oncle, ou bien vous allez voler l'argent dans le sac de votre sœur, ça c'est quelle vie. Donc, moi, je crois, pour les jeunes, aujourd'hui, nous devons tracer une ligne de conduite, avoir plusieurs Moïse Katumbi dans le pays. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir un ou deux Moïse Katumbi. Le Congo est grand, nous sommes à 70 millions, je crois, d'habitants au Congo. Je crois que nous devons avoir plus ou moins, le minimum, plus ou moins 5000 Moïse Katumbi pour aider notre pays. Voilà, nous accordons à présent la parole à Christelle pour sa question. Monsieur le gouverneur, vous avez eu à évoluer ailleurs qu'au pays et vous aviez eu à collaborer aussi avec des personnes du monde entier. Trouvez-vous qu'au Congo, on a une bonne culture de travail? Merci beaucoup. Je sais, travailler au Congo, c'est très difficile. Je vais le dire parce que je suis congolais. Parfois, les gens disent que Moïse Katumbi a un franc-parler. Et ce franc-parler peut nous aider un jour à développer notre pays. J'ai évolué en Zambie, j'ai évolué en Afrique du Sud. Quand je suis allé en Zambie, j'étais très jeune. C'était à cause du pillage. C'était, je crois, en 1991, si j'ai une bonne mémoire. Je me suis retrouvé en Zambie, dans un pays où je suis arrivé en tant qu'étranger. Qu'est-ce que je devais faire? Je fais d'abord ma petite prospection sur le marché zambien. Qu'est-ce qui manquait en Zambie? Je dis, en Zambie, on avait un problème. Les gens ne connaissaient pas le poisson du lac Mwero. Et ils avaient que de petits frétins et les gens ne connaissaient pas le poisson de la rivière Luapula. Je me suis dit, il y a quand même un marché parce qu'il y avait le pouvoir d'achat. Je vais faire des pêcheries. Et je me suis dit aussi, je vais me lancer aussi dans l'agriculture. Et j'avais 3 minoteries industrielles en Zambie. Donc je faisais et le poisson et la farine. Et je me suis lancé aussi en tant qu'opérateur économique. Je suis allé un jour visiter une mine de Merode. J'ai commencé à travailler dans des mines d'émeraude. C'est quand j'ai travaillé dans des mines d'émeraude, c'était en 1997 que j'ai créé MCK. J'étais un opérateur économique très prospère en Zambie et j'étais aussi impliqué dans le social, réhabiliter les écoles. Et il fallait aussi comprendre aussi la culture zambienne. Vous ne pouvez pas aller quelque part si vous ne connaissez pas la culture des autres. Et j'espère que j'ai bien défendu l'image du Congolais en Zambie. J'ai respecté tous mes engagements. Quand je vous parle de la crédibilité, j'ai respecté tous mes engagements. C'était le plus important. Donc c'était une très bonne expérience. Mais c'était un pays très difficile. Mais sinon, le climat des affaires en Zambie est très respecté. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de pénalité. Donc vous pouvez aller, quand vous avez votre exonération, il n'y aura pas de pénalité. Donc il faudrait qu'on arrange le climat des affaires chez nous. Donc c'est le plus important. Au Congo, on est encore très loin. Donc nous devons fournir des efforts nous-mêmes en tant que Congolais. Le travail du Congolais aujourd'hui, c'est la haine. Et vous savez, la haine tue tout. Parce qu'au Congo, on ne veut pas qu'un opérateur économique monte. Quand quelqu'un monte, ici au Congo, même un jeune qui est en train de monter, demain c'est le service de l'ANER, le lendemain, je ne sais pas c'est quel bureau, pour
de diminuer. Mais qui on diminue? On ne diminue pas ces jeunes-là. On est en train de diminuer le pays. Au lieu d'avoir plusieurs millionnaires et plusieurs milliardaires. Vous vous rendez compte aujourd'hui au Congo, est-ce que le Congo a un milliardaire? Un grand pays avec toutes ses richesses. Comptez sur vous. Est-ce que le Congo a un milliardaire? Non, nous, on pensait que c'était vous. Non, moi, je vous pose la question. Moïse Katumbi n'est pas milliardaire. Peut-être toute la famille, je ne sais Non, pas. non, Moïse La Katumbi... fortune de Katumbi réunie. Non, la fortune de Katumbi, je vais vous parler de la fortune de Katumbi par après. Au Congo, le grand problème, c'est la haine. Comment pouvons-nous aider les jeunes à devenir le grand milliardaire de demain? C'est ça la plus grande question. Il faut qu'on cesse avec la jalousie, la haine et le mensonge. Vous savez, les affaires, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Je voudrais que ces jeunes d'aujourd'hui deviennent de grands milliardaires, qu'ils aillent partout défendre le nom du Congo, qu'ils puissent reconstruire le pays. Au Congo, on est très mal habitué. Ce n'est pas l'État qui doit reconstruire le pays. C'est les opérateurs économiques qui doivent reconstruire le pays. Et si nous ne donnons pas la chance à cette jeunesse, nous sommes un peuple perdu. Vous pouvez chanter du midi au soir, plaire au gouverneur, dire au gouverneur qu'il est le plus beau, qui est dansé pour le gouverneur, mais si aussi longtemps qu'on ne prépare pas notre relève, qu'on ne prépare pas des gens qui vont nous aider dans notre économie, je crois que ça sera très difficile de décoller. Merci, monsieur le gouverneur. Nous allons à présent passer la parole à Amos. Oui, son Excellence, monsieur le gouverneur. Présentez-vous, Amos. Moi, c'est Amos Kapia. Je suis animateur communautaire de la zone de santé de Kashobo. Je suis aussi rédacteur en chef à la radio-télévision Kashobo. Excellence, ne trouvez-vous pas paradoxal alors que vous prenez le travail et que vous-même êtes un travailleur acharné qui connaît la valeur de l'argent? D'un côté, vous les distribuez aux autres aussi facilement. Ainsi, vous donnez le poisson aux gens, mais apprennent-ils à pêcher? Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie, il faut aimer le travail. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Mais on ne peut pas aimer le travail si vous n'aimez pas le prochain. Et tout ce que nous faisons sur cette terre est dans la Bible. Si vous lisez très bien la Bible, vous pouvez devenir aussi un bon opérateur économique. Je veux parler de mon petit village Kashobwe. Quand je suis arrivé, c'était, je ne sais même pas comment est-ce que je peux dire ça, ici c'était un peuple perdu à Kashobwe. Il n'y avait plus d'espoir. Il y avait des filles qui mouraient parce que nos jeunes filles devaient traverser en Zambie pour une petite césarienne. Et quand je suis arrivé à Kashobwe, il y avait de la malnutrition. Les gens ne voulaient pas cultiver. Et quand je suis rentré ici, les gens m'ont traité de fou. Quand j'ai dit que j'allais reconstruire Kashobwe, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils disent, ah, mais ton frère était ici, ton père avait plus d'argent que toi, ton frère avait plus d'argent que toi. J'ai dit, donnez-moi la chance. Et je n'avais pas répondu parce que j'avais une vision, chacun a une vision. Et aujourd'hui, Kashobwe, je suis très fier de la population de Kashobwe, parce qu'à Kashobwe, il n'y a plus de malnutrition, les gens cultivent beaucoup, ils sont rentrés à l'agriculture, on respecte la période de la fermeture. Et pour vous dire une petite histoire, quand je suis arrivé à Kashobwe, c'était en 2003, quand je suis rentré d'exil, j'ai commencé la reconstruction de Kashobwe en 2004, je n'étais pas gouverneur de province. À cette époque-là, chaque année, il fallait que je puisse faire un peu de subsides pour le parent, pour les études. Mais aujourd'hui, je ne fais pas de subsides. Et ils ont produit plus ou moins 2000 tonnes à la main. Plus ou moins 2000 tonnes de riz à la main. Et vous pouvez aller chez moi, au gouvernement provincial. J'ai refusé d'utiliser le fonds de l'État au profit de mon village. C'est un des avantages aussi pour le village. Mais vous savez, la petite question que vous venez de poser aussi, vous aviez parlé, dit non, j'essaie de partager mon argent, tout ça est biblique. Quand vous donnez, vous recevez. Vous savez, il y a des moments où j'ai fait un petit don, par exemple chez les aveugles, un ami vient le lendemain, il dit, ah, Moïse,
j'ai des amis qui veulent venir investir quelque part. J'ai gagné beaucoup d'argent en donnant. Et c'est là où je vais vous parler aussi de mes milliards. Ok? Si j'étais resté comme les autres, je serais peut-être parmi le 2e ou 3e milliardaire congolais. Je me suis dit, l'argent, on doit partager avec les autres. Si tout ce que je fais comme œuvre sociale depuis l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, si je pouvais mettre ça ensemble, ce que j'ai investi dans le football, j'étais un grand milliardaire. Mais un milliardaire malheureux. Parce qu'un bon milliardaire est celui qui partage. Et celui qui aide aussi les autres. C'est le plus important. Donc, ce que je demande aux autres, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants que j'envoie aux études. J'ai envoyé un enfant du Kasaï oriental à Lubumbashi, qui est allé à l'université en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il travaille à l'usine Bell d'Afrique du Sud. Il est le premier dessinateur congolais. Donc quand vous voyez tous ces camions, c'est un Congolais qui dessine tous ces camions Bell dans une grande société. Je ne connais pas ses parents. Je connais seulement l'élève. Les parents voulaient venir me voir. J'ai dit non. Ce que je cherche, c'est qu'un jour, il s'appelle Kachala, et qu'un jour, Kachala puisse revenir au pays, aider le pays aussi. Donc le plus important, quand on vous donne quelque chose, il faudrait d'abord savoir dire merci et apprécier, c'est le plus important. Passer à un autre aspect de votre personne, qui est la dimension businessman accomplie. Et Christelle. Ah voilà, alors monsieur le gouverneur, dans votre parcours, puisque j'ai dit que tout à l'heure nous allons quelque peu visiter certains aspects de votre parcours, vous vous êtes lancé dans le secteur minier, vous avez d'ailleurs fait une allusion tout à l'heure, l'exploitation de l'émeraude en Zambie, et plus tard vous allez créer donc votre entreprise qui est Mining Company Katanga, et votre reconversion en quelque sorte, puisque vous quittez un peu le secteur de la pêcherie, un secteur que vous avez dominé pendant plusieurs années, vous contrôliez exactement les différentes recettes que vous faisiez. Vous êtes reconverti cette fois dans le secteur minier, qui, il faut le dire, un secteur qui a une dimension un peu plus complexe. Et c'est dans le cadre de votre reconversion que vous allez traiter avec de partenaires de haut niveau. On le voit notamment lors de la privatisation de la Gécamine et surtout lorsque vous avez négocié brillamment la cession de la mine de Kinsivere avec Anvil Mining. Alors, il faut quand même le préciser, la Gécamine possédait un patrimoine minier quand même de classe mondiale, et d'un autre côté, Anvil Mining était quand même un géant, une multinationale cotée en bourse au Canada, je pense, et en Australie. Et vous allez démontrer de véritables talents de négociateur, mais en plus faire montre d'une capacité à gérer des enjeux et des risques bien plus importants qu'auparavant. C'est-à-dire que vous allez commencer à démontrer que vous devenez un businessman accompli. Au regard de ces différents aspects, nous allons à présent commencer notre série de questions-réponses. Je suis Chris, le 3e doctorat à la faculté de médecine de Lubumbashi, bien sûr. Excellence. Vous êtes passé de la vente du poisson au secteur minier. Vous avez certainement dû prendre des risques. Quelle est la place que vous accordez au risque dans ce que vous faites? Il y a une très grande place dans le risque. Il faudrait savoir doser le risque. Alors, le plus important pour moi, j'ai eu une très bonne expérience parce que avec le poisson, il y a eu beaucoup de risques. Donc, même quand je suis allé faire la prospection, j'ai pris beaucoup de risques. Donc, c'est la même chose parce que quand on achetait le poisson, on ne savait pas si le poisson allait arriver. Je pouvais faire un tonneau avec le camion, je pouvais être embourbé et jeter tout le poisson. Donc, tout ce que j'avais comme capital à cette époque-là, je pouvais perdre mon capital. Donc, c'était le risque qu'on prenait. Et quand on prend beaucoup de risques, il faut être aussi un grand travailleur. Quand j'ai pris la mine de Kinsevere aussi, c'était un grand risque. Et il n'y a personne qui me donnait la chance. On dit, mais ce monsieur-là, maintenant, il devient fou, qu'est-ce qu'il devient? Mais moi-même, j'avais ma vision. Je me suis dit, si ça ne va pas, au moins que je donne une chance aux Congolais d'essayer aussi comme Moïse Katumbi. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas commencé les mines au Congo. J'ai commencé les mines en Zambie.
je ne connaissais pas les choses, l'émeraude quand je suis arrivé en Zambie. Je suis allé avec des amis visiter leur mine d'émeraude et je vis la première vente d'un ami qui est décédé, Baudouin Kumbula, qui avait la plus grande mine de la Zambie. La première vente, il avait vendu plus ou moins 600 millions de dollars, quelques 6 kilos d'émeraude. Alors, je me suis dit, bon, s'il a vendu 6 kilos d'émeraude plus ou moins à 600 millions de dollars, je peux prendre aussi les risques. Je peux prendre le risque. Au niveau du risque, vous dites le risque doit être calculé au fait quand on s'engage. Il ne faut pas, c'est pas je prends un risque comme ça, il y a quand même une démarche d'analyse de la rentabilité possible de l'affaire. Donc le risque, il faut le calculer. Il ne faut pas aller aveuglement, même si quand vous étiez jeune, vous devez vous battre avec votre copine. Il fallait calculer les risques. Il fallait voir un peu la taille de l'autre si vous pouvez résister. C'est un peu comme dans les affaires aussi. Okay. Il faudrait calculer les risques. Savoir, bon, vous n'allez pas prendre des risques pour faire une société de 1 million de dollars et que vous avez 10 000 dollars en poche. Non. Il faudrait prendre le risque suivant ce qu'on a. Donc, quand je faisais la prospection, par exemple, de l'émeraude en Zambie, je savais si l'affaire ne marchait pas, je pouvais continuer parce que j'étais dans la diversification. Donc, je faisais le poisson, la farine, donc le bénéfice qui venait de l'autre côté. J'ai essayé de me lancer dans l'émeraude. Voilà, je pense que nouvelle question de celle qui a déjà beaucoup bronzé. Jacqueline, on peut prendre ta question maintenant. Bonjour. Bonjour. Jacqueline Zinga, étudiante à l'Université protestante de Lubumbashi. Son Excellence, ma question est la suivante. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours d'homme d'affaires et comment vous les avez surmontées en général? Merci beaucoup. Vous savez, la pêche, c'était une très bonne expérience. Comme le poisson est un produit périssable, c'était une très bonne expérience. Dans les affaires, il y a le haut et le bas. Dans les affaires, je vais souligner quelque chose. L'ennemi aujourd'hui du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis rentré d'exil, quand la Gécamine privatisée, j'avais demandé aussi plusieurs mines où le gisement était connu, où la Belgique, l'Union minière, la Gécamine avait fait des prospections. J'étais le seul Congolais à cette époque-là. Très difficile. Partout où j'allais, partout où j'ai demandé, c'était des barrières, parce qu'on ne voulait pas qu'un jeune Congolais puisse évoluer. J'avais demandé d'avoir la mine de Kamoto, parce que la mine de Kamoto était très bien connue. Et le directeur financier, M. Kabondo, qui va suivre peut-être l'émission, m'a demandé d'aller amener une garantie bancaire de la banque 4 millions de dollars. Et je suis allé à la Belgolaise, j'ai amené ma garantie bancaire de 4 millions de dollars. Je suis revenu, ils m'ont demandé 12 millions de dollars de garantie bancaire congolais, parce que je suis congolais. Et j'étais obligé d'aller à la banque négocier et je suis revenu avec une garantie bancaire de 12 millions de dollars. Malgré que j'ai amené la garantie bancaire de 12 millions de dollars, je n'ai pas eu la chance d'avoir un gisement qui était bien connu. Parce que j'étais congolais. Vous voyez un peu le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à freiner les Congolais. Et si nous-mêmes, politiciens, nous pensons à freiner nos jeunes opérateurs, le Congo ne va plus évoluer. Et je suis revenu, j'étais très fâché. Je suis allé voir M. Zeng Congolo, parce que je suis un bosseur, j'ai une vision, et que quand je vais faire quelque chose, je vais arriver jusqu'à la fin. Quand j'ai un projet, je dois terminer le projet. Et je crois dans la vie, c'est le plus important. J'ai demandé encore une autre mine, la mine de Toulouzembe. La mine de Toulouzembe était donnée aussi, malgré mes garanties bancaires. Mais ils ont donné aux gens qui ont amené 1 million de dollars de garanties bancaires. Les Congolais qui avaient amené 12 millions de dollars de deux choses, j'allais aller aussi sur le marché comme les autres, chercher de bons partenaires et devenir un milliardaire congolais à cette époque-là.
d'abord, j'ai droit en tant que Congolais, en plus en tant que Katangais. Donc, si on doit suivre l'ordre, donc j'avais le droit d'avoir la mine de Kamoto ou d'avoir d'autres mines. Je suis allé à la Gécamine. Vous pouvez demander à M. Assoumani, j'espère qu'il va me suivre. Ils m'ont dit, nous n'avons pas de gisement connu. Et ils m'ont donné un terrain de football ou je ne sais pas, une forêt, la mine de Kinsevere. Il n'y avait pas la prospection. Donc je devais prendre le risque moi-même dans la mine de Kinsevere, investir parce que j'étais Congolais. Je le souligne très bien, parce que j'étais Congolais. Et j'étais bloqué par mes frères Congolais. Et quand je suis allé dans la mine de Kinsevere, c'était le risque. C'était comme ici à Kashobwe. Je dis, on vous donne un terrain, on ne sait pas ce qui est dans le sous-sol, il fallait faire la prospection. Et je suis allé voir en ville mining. J'ai vu plusieurs sociétés, BHP, Billington, plusieurs sociétés. Les gens me prenaient pour un fou, pour dire comment est-ce que vous allez dans un gisement qui n'est pas connu. Et j'ai dit, même si le gisement n'est pas connu, je voudrais tenter une expérience. Parce que dans les affaires aussi, il faut, mademoiselle, prendre le risque. Il faudrait savoir prendre le risque. Quand je suis allé voir M. Bill Tanner dans Bill Mining, ils ont dit non. Et comme j'ai travaillé pour eux dans la découverture dans la mine de Dikulushi, je devais négocier pour dire, voilà, je travaille pour vous dans la mine de Dikulushi. Si nous faisons la prospection et qu'il n'y a rien, chaque mois quand j'introduis mes factures, vous allez récupérer votre argent. Donc ce n'était pas un cadeau. Comme aujourd'hui les gens disent sur Internet, tout ça, ce n'était pas un cadeau, c'était le plus grand risque. Donc, avec la prospection de cette mine, c'était plus ou moins 40 millions de dollars. Donc, moi, je devais rembourser les 40 millions de dollars parce que les gisements n'étaient pas connus. Heureusement, Dieu merci, on a retrouvé les gisements de Kinsevere. Avant d'entrer en politique, j'ai vendu mes actions, mes parts. Et j'étais le seul Congolais à dire je ne voudrais pas prendre le gisement de la Gécamine. C'est moi qui ai créé le premier contrat d'amodiation de la Gécamine. C'était avec un Congolais. Donc la mine appartient à la Gécamine. Donc le carré minier appartient à la Gécamine et non pas à Anvil Mining. Nous, on exploitait la mine avec Anvil Mining, mais en payant le produit. Mais la mine reste un gisement de la Gécamine. Mais les autres, la plupart sont entrés dans des partenariats. Et moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on puisse regarder un peu ce partenariat si nous pouvons aller en amodiation. Parce que la mine reste une mine de la Gécamine. Et malgré tout ça, malgré tous ces efforts, comme je devais entrer en politique, je ne pouvais pas être juge et parti. J'ai décidé de vendre mes actions. Les gens ont parlé de 60 millions, 61 millions, ce n'était pas du cash. Mais vous savez ce qui est dommage? Allez à la bourse, allez cliquer. Il y a des opérateurs étrangers qui ont vendu pour 2 milliards de dollars. On n'en parle pas. Mais pour un Congolais, c'était devenu tout un problème. Pour les 60 millions, on n'a pas vu l'investissement que j'ai mis là-bas. Si j'avais Kamoto, si j'avais des mines où il y avait une grande réserve, parce que Kinsevere c'était une petite mine, je serais très content aussi. Je pouvais négocier avec les partenaires pour 3 milliards de dollars. Dans les 3 milliards de dollars, même si je sortais 1 milliard pour aider mes frères congolais, ça pouvait quand même faire un plus au pays. Mais il y a des gens qui ont vendu nos mines, qui ont vendu pour plus d'1 milliard de dollars, 500 millions, 600 millions. Ce n'est pas un tabou dans notre pays parce qu'ils ne sont pas congolais. C'est là où j'ai dit, non, nous devons encourager les Congolais à entrer aussi dans des partenariats. Moi, je serais très content qu'on puisse, par exemple, à l'est du pays, là où il y a de l'or, là où il y a du pétrole, que les Congolais deviennent des partenaires aussi, qu'on crée des jeunes Congolais. Parce que ces jeunes Congolais avec leurs milliards, où est-ce qu'ils vont investir? Ailleurs. Ils vont investir dans leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons le problème de la classe moyenne. Et quand vous regardez les carrés miniers, allez au CAMI. Allez au CAMI. Le cadastre minier. Le cadastre minier. Allez voir
combien de carrés appartiennent aux Congolais. Combien de carrés appartiennent aux Congolais? Peu de carrés. Mais comme nous voulons aujourd'hui créer une classe moyenne, c'est aider aussi les Congolais à avoir des carrés miniers et à mettre un système bancaire en place qui peut aider ces jeunes Congolais aussi à faire la protection. Il y a de cela 6 mois, je fais une très bonne production en Zambie, dans les émeraudes. Les Zambiens n'en parlent pas parce que je paye les taxes. Mais si j'étais ici au Congo, on allait dire il est en train de détourner les émeraudes. Mais en Zambie, les Zambiens ont beaucoup apprécié parce que j'ai créé de l'emploi. Tous les gens qui travaillaient chez moi dans des mines ont eu des maisons, ont eu leurs enfants donc leurs enfants ont étudié. Ils ont fait des études et ils continuent à faire des études à cause de cette mine d'émeraude. J'ai 2 mines d'émeraude en Zambie qui continuent à travailler. Mais ici chez nous, si c'était ici chez nous, même vous le journaliste, vous allez dire, ah, Moïse Katumbi exagère. Il ne faut pas qu'on cultive la haine dans notre pays. Donc pour moi le plus important aujourd'hui, madame, c'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Combien de jeunes vont devenir demain de milliardaires ou de millionnaires congolais? Merci, monsieur le gouverneur. C'est vrai que les difficultés, vous en avez parlé, entre autres, c'est le manque peut-être de solidarité pour qu'on construise ensemble, qu'on développe ensemble, qu'on crée cette économie ensemble. Ce qui nous amène d'ailleurs à la situation où on a beaucoup d'opportunités d'affaires en République démocratique du Congo, mais ce ne sont malheureusement pas toujours les Congolais qui les exploitent et qui en profitent. Mais est-ce que vous pourriez, d'ailleurs vous avez dit que vous voulez être un coach, donner quelques pistes à nos jeunes Congolais de possibilités d'affaires qui nous échappent ou qui sont là et dont ils pourraient profiter? Merci beaucoup. Moi, j'ai lieu de solutions. Il y a d'abord la sous-traitance. Vous savez, si le nom de KTBA existait, parce qu'à l'époque d'Isaïr, il y avait la sous-traitance. C'est lors qu'on a créé avec la sous-traitance les Forest, les Swanepoul, les établissements Tchani, les Bemba Saoulona, c'est à cause de la sous-traitance. Vous voulez dire autour donc des activités de l'État? Autour des activités minières. Okay. Donc autour des activités minières. Aujourd'hui, il y a aussi plusieurs opportunités. Par exemple, le transport. Je parle du transport Lubumbashi, Afrique du Sud, Lubumbashi, Dar es Salaam. La SNCC est tombée en faillite en 1988 avec la chute de la GECAMI, parce qu'il n'y avait qu'une seule société. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, on a plusieurs sociétés. Des gens qui sont bien investis, le Freeport, tout ça. Si vous regardez les exportations du cuivre de 2006, moi je suis arrivé comme gouverneur en 2007, nous sommes passés de 18 000 tonnes de cathodes de cuivre par an à plus ou moins 750 000 tonnes de cathodes de cuivre par an. Ça fait 50 fois plus. 50 fois. Nous allons bientôt arriver à la fin de l'année à plus ou moins 1 million de tonnes. Nous dépassons déjà la Zambie pendant les 6 ans. Et le transport, je parle du transport. Là, je vous parle en tant qu'opérateur économique. Le transport, quand la SNCC existait, quand les infrastructures existaient, je remercie aussi en passant le gouvernement central parce qu'ils ont acheté des locomotives. Je remercie aussi la Banque mondiale. Quand les infrastructures existaient, quand les infrastructures étaient en bon état, la SNCC pouvait transporter que 400 000 tonnes de cuivre lent. Parce qu'il y a des gens qui disent non, voilà, il y a le monopole, tout ça, et je vais vous parler de ces monopoles-là. C'est pourquoi je vais inviter les jeunes Congolais, inviter le gouvernement central à trouver des moyens pour créer des prêts, donner aux jeunes Congolais de venir faire le transport au Katanga. Nous recevons chaque mois plus ou moins 20 000 camions de transport. Et les miniers payent plus ou moins 1 milliard 200 millions de dollars. Par an? Par an. Par 1 milliard 200 millions de dollars. Rien que pour le transport. À part ceux qui payent à la SNCC. Je parle du transport, madame. Dans les 20 000 camions qui arrivent chaque mois, qui font un aller-retour chaque mois, il n'y a que 200 camions de Congolais.
Vous avez dit 200. 200 camions. Sur les 20 000. Oui, ça fait combien de pourcentage? C'est 1%, même pas, non? Au moins 1%. C'est moins d'un, c'est ça? Alors, 1%. Faites le calcul de 1% de 1 milliard de francs. Ça fait 12 millions de dollars. Oui, tout à fait. Et le reste de l'argent de 1 milliard. Enfin, les 990. Non, c'est 1 milliard 200. Tout à fait. 1 milliard 188 millions de dollars. Ça partout, rentre où? À l'étranger. À l'étranger, moi je crois que le gouvernement doit faire un effort pour qu'on puisse doter les jeunes Congolais aussi de moyens pour faire face. Je préfère l'année prochaine qu'on puisse avoir 15 000 camions de Congolais. Tout à fait. Là, on aurait créé une classe moyenne, il n'y aurait pas de la haine. Et c'est un seul secteur, une activité qui pourrait faire rentrer un milliard. Je me suis lancé dans le transport. Quand j'étais en exil, j'avais créé la société Tigris, après qui était passée à Kuna Matata. Après, à cause de la haine, j'étais obligé de vendre la société. J'ai vendu la société à cause de quoi? La haine seulement. La haine. Il vous reste quand même la carcasse du camion, là. Le premier camion. C'est mon premier camion. Je vais vous donner la carte postale. Donc, j'ai commencé très longtemps. Moi, je crois, nous, en tant que politiciens, ces jeunes gens, ces jeunes entrepreneurs, si vous regardez la banque d'investissement pour les Congolais, faites le bilan. Le FPI, vous voulez dire. Combien d'argent on a donné aux Congolais et combien d'argent on a donné aux expatriés. Cette banque, c'est une banque qui doit servir la promotion des jeunes entrepreneurs congolais. Et heureusement, aujourd'hui, les choses commencent à changer et j'ai fait beaucoup de bruit sur ça. J'ai dit non, mais cet argent doit servir aux Congolais. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Il faudrait qu'on regarde le problème des taux d'intérêt. Parce que vous n'allez pas donner de l'argent à un jeune entrepreneur congolais avec le taux de 12% ou 15%. Ça va être très difficile. C'est un taux usurier d'ailleurs. Parce qu'il y a la compétition aussi dans les affaires. Donc il faudrait qu'on puisse réfléchir sur tout ça. Donc pour moi, il y a encore beaucoup d'opportunités. Il y a la sous-traitance et il y a aussi la sous-traitance. Quand je parle de la sous-traitance, les Congolais peuvent livrer le gasoil, les Congolais peuvent livrer de la graisse, les Congolais peuvent livrer du soufre, de l'acide, de la chaux, beaucoup de choses. Vous savez, les mines au Katanga aujourd'hui importent plus ou moins pour 4 milliards de dollars. Dans ces 4 milliards de dollars, s'il y avait au moins 50% de Congolais sur le marché de 4 milliards de dollars, c'est 2 milliards de dollars. Vous voyez, c'est la moitié du budget national. C'est presque la moitié du budget national. Donc les Congolais, on aura plusieurs millionnaires et plusieurs milliardaires congolais. Donc il faudrait que nous puissions réfléchir. J'espère aux concertations, ils ont parlé de ce point-là aussi aux concertations. Peut-être prochainement, l'année prochaine, on aura aussi des millionnaires congolais. Kama niko na memoire ya bien inaweza kuwa vers tulitokaka mwile kwa kile kia zamani mu juillet ya 2011. Gouverneur pala tukutanishaka mwile buchafu tulikuya miri Mombaka ono ya bamama kama anaweza kutusaidia ko atuyengeko msoko. Alichikaka anasema atakuyaka kwa kututembelea in semaine, pakisema deuxième semaine atutumia ba ingénieur banakuwa banaetudie terrain yetu pakisema tufike kuma janvier ya 2012 barikuwa bacha kuisha tulinogiraka je crois le 25 février ya 2012 jomole balinogiraka insoko. De par karaktere yake makazi yako nafanya shiri kubakatanga tukutona sa vile sani software tumo banatumia naye ndio mtu akusage makosa yake mais kuvisi ba population bakatanga en tout cas nous prendre Moïse comme si bana to arracher bukari pameza. On va effectivement maintenant passer au thème suivant, une de vos caractéristiques, qui est le sens de la crédibilité. On en a déjà un peu parlé, et surtout du respect de la parole donnée. Parce que c'est donc un des aspects qui vous distingue particulièrement, notamment auprès du public et dans le monde des affaires. Je pense qu'on l'a démontré à Suez. Notamment avec les différents prêts que vous avez pu obtenir auprès d'une banque.
passer, retirer 2 millions de dollars, puis jusqu'à 12 millions de dollars de prêts. C'est-à-dire que vous jouissiez d'une crédibilité à tout assaut. Voilà, tout à fait. Tout comme effectivement le rôle que vous avez joué dans la session de la mine de Kinsevere, de la GK Mine à Anvil Mining, ou encore Christelle. Ou encore lors des élections. En 2006, c'était d'ailleurs les toutes premières élections démocratiques qui se sont tenues au pays. Alors, le PPRD va s'appuyer littéralement sur votre crédibilité pour battre campagne et vous allez surprendre tout le monde pour une première participation. Vous arrivez en tête de liste, un record avec près de 100 000 voix qui ont été acquises à votre cause. On l'a vu dans les différents reportages, ce qui a d'ailleurs consolidé votre image, c'est aussi le fait que lorsque vous donnez votre parole, eh bien, vous la tenez toujours et c'est une grande qualité. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire de ce sentiment que vous avez de toujours tenir parole? Vous savez, dans la vie, je peux dire la parole est sacrée. Quand vous donnez votre parole, il faudrait la respecter. C'est ça même la crédibilité. Quand je suis rentré d'exil, j'avais dit que j'allais construire un stade pour Mazembe. Reconstruire un stade pour Mazembe. Et quand j'étais en exil, j'étais élu comme président de Mazembe quand j'étais en exil. J'avais donné ma parole aux supporters de Mazembe et j'allais ramener Mazembe en Coupe d'Afrique et j'allais amener 4 équipes du Congo en Coupe d'Afrique. Parce que j'avais donné ma parole. Donc quand on donne une parole, il faudrait la respecter et il faudrait savoir travailler. Il ne faut pas donner une parole si on ne va pas le faire. Il vaut mieux vous taire. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai amené Mazembe, je vous donne l'exemple de Mazembe, en quart de finale et en demi-finale, j'étais en exil. J'avais dit que j'allais construire un stade pour reconstruire le stade de Mazembe parce qu'on a recommencé à zéro. J'ai fait le stade de Mazembe. Partout où je me suis engagé, que ce soit avec mes partenaires, que ce soit avec mes banquiers, j'ai toujours respecté la parole. Vous savez, si vous respectez votre parole, madame, vous êtes plus riche que tout le monde. Parce que partout où vous allez, on vous respecte. Je suis allé prendre un prêt de machine à la société Bell en 1997. Ces gens sont encore vivants en Afrique du Sud. S'il y a les journalistes d'investigation, ils peuvent aller en Afrique du Sud. Je suis allé acheter des machines pour 7 millions de dollars en 1997. Et je dis, je ne veux pas prendre le risque seul. Parfois, il faut partager le risque. Dans les affaires, il faudrait aussi savoir partager les risques. Il faut être prudent quand on prend le risque. Je suis allé voir la société Bell. J'ai appris à mettre le costume quand je suis devenu gouverneur. J'étais toujours en jean, basket, tout ça. J'arrive voir la société Bell. J'ai dit, j'ai besoin de machines. C'était plus ou moins pour 7 700 000 dollars. Ils m'ont dit, Congolais, il faut payer cash. Et j'ai posé la question au directeur financier. Mais les Sud-Africains payent combien? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Je dis, non, les Sud-Africains payent 5%, et moi, je vais payer 10%. Si vous voulez faire les affaires avec moi, il faut respecter mes 10%. Ils m'ont dit, non, nous ne voulons pas. Je dis, monsieur, merci beaucoup, et au revoir. Les Sud-Africains vous payent 5%. Il faut aussi avoir la personnalité quand on négocie. Je vous paye 5%, je vous paye 10%. En sortant, le directeur m'a suivi. Ah, monsieur Katumbi. Je dis, oui. Il dit, revenez. Il dit, vous ne pouvez pas arriver à 50%. J'ai dit, non, pas du tout. Vous voulez 10%. J'appelle la Belgolaise. On vous fait un transfert de 10%. Et vous me donnez une année de remboursement. De délai pour le remboursement. Non. Le délai pour le tout. Donc, dès le premier mois, je devais commencer à payer les intérêts. J'ai dit, vous me donnez 12 mois. Et je vais rembourser pendant les 12 mois. Donc, on allait échelonner le prêt. Et ils étaient obligés d'accepter. Et 4 mois après, j'avais tout remboursé. Parce que j'avais de l'argent pour payer. Mais il fallait d'abord voir
le propriétaire, est-ce qu'il me fait confiance ou il ne me fait pas confiance? Dans les affaires, on doit se faire confiance. C'est comme dans une maison. Si votre femme ne vous fait plus confiance, c'est fini, vous êtes un homme perdu. Donc dans les affaires aussi, c'est comme ça. Alors, on doit se faire confiance. Dites-moi, gouverneur, quand on analyse un peu la manière dont vous traitez les affaires, ou plutôt la manière dont vous concevez les différentes affaires que vous avez, apparemment, vous saisissez les opportunités. En fin de compte, pour vous, il n'y a pratiquement pas de place pour la chance. Non, la chance, je ne crois pas. Il faut donner peut-être 1% ou 2% la chance. Vous savez, la vraie chance, c'est quoi? Le travail et la tête. C'est le plus important. Si vous êtes un grand bosseur, vous avez une vision et vous êtes sérieux, vous avez la volonté. C'est ce qui compte dans les affaires. Mais la chance, là, c'est 1%. Parce que quand le bon Dieu a créé les humains, il n'a pas donné plus de chance à Moïse Katumbi qu'à madame ici. Non. Nous tous, on nous a donné de 2 bras, de 2 pieds, on nous a donné aussi les choses. Mais ça dépend dans des conditions dans lesquelles nous grandissons aussi. Est-ce qu'on a eu cette chance-là d'aller acheter le poisson de son grand frère quand j'étais plus jeune? Est-ce que la famille avait un peu de moyens? J'ai eu la chance d'être formé à partir de mon père, de mon grand frère. J'ai été formé, en tout cas, à 95% par mon grand frère. Moi, je crois que la chance ne compte pas. Ce qui compte, c'est le travail. Le sérieux qu'on met dans le travail, c'est le plus important. Eh bien, donc, nous allons lancer notre série de questions et nous allons commencer avec Maître Martin. Bonjour, monsieur le gouverneur. Je m'appelle Martin, avocat au barreau de Lubumbashi. Monsieur le gouverneur, vous avez fait une promesse en tant que président du tout-puissant Mazembe, et c'est pas de moindre. Vous avez promis de ramener une coupe au Katanga, un défi monstre. C'était en plus dans un stade plein à craquer, alors que plusieurs Katangais pensaient que c'était utopique. Qu'est-ce qui nourrissait votre optimisme? Donc au moment où vous faites votre promesse, vous savez déjà ou pas? Merci beaucoup. Vous savez, quand j'ai fait la promesse... C'est aussi une prise de risque de le Oui, c'est une très grande prise de risque. Je suis rentré à la maison. Avant d'aller faire la promesse, j'avais réfléchi avant d'aller dire ce que je dis. Je me suis dit, je vais me mettre au travail. Parce que la parole que je viens de donner, il ne faudrait pas un jour que les journalistes puissent prendre mes images pour dire, voilà, vous aviez promis ça, et voyons voir un peu vos réalisations. Donc, quand j'avais dit que j'allais amener la coupe, je devais travailler très dur. Je devais recruter les joueurs. Je devais augmenter les salaires des joueurs. Je devais chercher un entraîneur qualifié qui pouvait aussi faire face aux choses. Et je me suis dit, comme j'ai promis la coupe, il faudrait, parce qu'on avait un problème. Au Congo, on a des talents, mais ces talents ne sont pas exposés. Quand on allait au nord, c'était pour perdre tous nos matchs. Je me suis dit, non, je vais faire une tournée en Europe avec mes joueurs. J'ai amené mes joueurs. Si vous avez une bonne mémoire, je sais que vous êtes en noir-blanc, vous êtes mazembien peut-être. Je suis allé en Europe avec les jeunes Mputu. Je fais l'Angleterre, je fais l'Espagne, je fais la Belgique et je fais la France. Parce que je savais ce que je cherchais. Donc quand je dis quelque chose, quand je promets quelque chose, je dois travailler dur pour respecter la parole. Parce que c'est une parole donnée, une parole qui est donnée devient automatiquement une parole sacrée. Mais avant de la faire, parce que c'est une prise de risque, vous avez déjà une idée? Vous savez que quand vous dites, vous savez déjà que vous pouvez le faire, ou bien, bon, comme vous êtes courageux, vous y arrivez toujours? Non, c'était réfléchi. C'était réfléchi. C'était réfléchi. Et je me suis dit, est-ce que je peux mettre... Comment est-ce que je peux calculer ces risques-là? 1, il fallait avoir le moyen. 2, il fallait avoir la volonté, la discipline. Parce que parfois vous pouvez avoir le moyen, mais si vous n'avez pas la volonté et vous n'avez pas une vision, vous n'allez pas réussir. Donc j'ai pris ces risques-là ensemble et j'ai réfléchi, j'ai regardé le pour et le contre. Je dis, le pour, c'est bien si on gagnait la coupe, et le contre,
c'est 90% parce que la population allait revenir. Mais c'est M. Moïse, il nous avait promis de ramener la coupe, il n'a pas ramené la coupe. Donc c'était très bien réfléchi de ma part et je me suis dit, je vous ai dit dès le départ, si je commence quelque chose, je dois terminer. Alors, donc j'avais la détermination, c'est le plus important aussi. La parole est accordée à Trésor pour sa question. Bonjour Monsieur le Gouverneur, je m'appelle Trésor. Bonjour Trésor. Pourquoi prenez-vous le risque de promettre avec précision alors que les aléas existent? Oui, vous savez, c'est vrai, c'est des risques qu'on prend de promettre avec précision. Vous savez, dans la vie, Kibwe, vous êtes jeune journaliste. Si vous promettez à votre femme, dit, je vais faire de mon mieux, tous nos enfants vont aller étudier à l'université de Lubumbashi. C'est un risque que vous prenez. Mais si vous n'êtes pas malin, si vous ne voulez pas que votre femme vous respecte, allez commencer à aller dans des boîtes de nuit à Kashobwe, allez vous amuser avec d'autres femmes. Mais un type sérieux, si j'ai dit mes enfants vont aller étudier autre chose, comme on est proche de la saison de pluie, je vais me chercher une houe, je vais commencer à cultiver. Donc, pour témoigner d'affection à mes enfants et à mon épouse, et dit le risque, c'est que je dis la parole que j'ai donnée à mon épouse, au lieu de produire 300 kilos de riz, je vais produire 2000 kilos de riz et mes enfants vont étudier. Donc quand je dis quelque chose, je dois d'abord peser mes mots avant de les dire. Il y a un adage qui dit, il faut tourner la langue 1000 fois avant de parler. Donc j'ai toujours tourné ma langue 1000 fois avant de dire quelque chose et c'est le plus important. Moi je crois les risques quand vous promettez quelque chose, même quand le Christ promettait. Pourquoi le Christ a été respecté? Parce que tout ce qu'il promettait, il est réalisé. Mais si vous promettez des choses que vous ne réalisez pas, en tout cas, faites votre bilan, vous êtes un homme perdu. Merci. Nous passons la parole à Laurent. Monsieur le gouverneur, moi c'est Laurent. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi. Monsieur le gouverneur, j'aimerais savoir comment peut-on arriver à se construire une réputation auprès des partenaires comme auprès du public. Merci beaucoup. D'abord, ce qui est important, je veux commencer avec le public. Il faudrait être humble, avoir ses pieds sur terre. C'est ça que j'ai appris aussi. J'avais ça. J'ai appris ça de ma mère, de mes parents. Vous pouvez demander à la population de Kashobwe. Si mon père était arrogant, ils peuvent vous répondre, ou ma mère, tout ça, ou ma famille. Et j'ai aussi complété cette éducation avec le fait Katumba Mwanke. C'était un homme très discret. Et il y a beaucoup de gens qui croyaient que Katumba c'était un type très grand, très gros, mais c'était quelqu'un de bien très discret. Tout ça, c'est l'éducation de base. Et il faudrait aussi le respect du prochain. C'est le plus important. Parce qu'il y a deux choses dans la vie. Donner à quelqu'un l'argent et donner-lui le pouvoir. L'ivresse du pouvoir ou l'ivresse de l'argent. Il faudrait savoir équilibrer tout ça. Vous me voyez, vous êtes heureusement, vous êtes avocat. Vous avez entendu un jour que j'ai amené un avocat en justice ou j'ai amené des journalistes qui m'ont injurié en justice. Jamais. Parce que je me suis dit, je suis un humain comme tout le monde. Je dois continuer à vivre ma petite vie et je dois être jugé par la population. Et vous savez, la façon dont vous allez vivre avec la population, ça se répercute aussi dans le monde des affaires. Parce que nous, opérateurs économiques, quand je suis allé investir en Zambie, je ne connaissais pas les opérateurs économiques zambiens. Parfois, j'allais dans un match de football, je pose la question, comment est M. X? Il dit, ce type-là est malhonnête. Je pose à la deuxième personne la question, dans un match de football, comment est M. Z et M. X? Il dit, malhonnête. Sur 10 personnes, il y a 9 personnes qui disent que M. X est malhonnête. Mais lui-même, quand il passe devant le média, il est honnête. Alors, moi, en tant qu'opérateur économique avisé, je mets déjà une petite croix.
Il dit, mon cher ami, on reste des amis, poliment, et que les affaires, on verra, tout ça. Et il y a la façon de parler. Mais dans les affaires, il faudrait le respect de l'autre et le respect de la parole. Il n'y a pas de secret. Le respect seulement de l'autre et le respect de la parole. Vous serez un grand opérateur économique un jour. Donc, monsieur le gouverneur, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais malgré tout, il y a quand même une question, comme le disait très bien Christelle, qui est sur toutes les lèvres et que je suis obligé de vous demander, puisqu'on se demande tous ce qui va se passer après le gouvernorat. Alors, 2016, quel est votre programme? Resterez-vous pas seulement pour les Katangais, mais pour tous les Congolais? Serez-vous la relève de notre président, Joseph Kabila Kabange? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Les gens me posent cette question tous les jours. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. C'est ce que je disais encore aux jeunes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans notre pays. La reconstruction de notre pays, ce n'est pas seulement la politique. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous pouvons évoluer en tant qu'opérateurs économiques. Vous savez, dans des grands pays comme les États-Unis, c'est les opérateurs économiques qui aident le politicien. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont très pressés parce que, nous ne sommes pas en 2016 et l'émission que nous sommes en train de faire est une émission pour encourager les jeunes Congolais à devenir de grands entrepreneurs un jour. Donc, moi, je vais dire ceci. Je fais ce que je puis faire en tant que gouverneur de province. Quand mon mandat sera terminé, je vais rentrer dans les affaires et je vais aider aussi les politiciens à aller de l'avant, donner ma petite contribution. Parce que vous savez, j'étais en train de dire, les gens croient que faire de l'argent, c'est rester en politique. Non. Si vous restez en politique, c'est très difficile de faire de l'argent. En politique, vous donnez votre argent. Je crois, vaut mieux être dans les affaires, vaut mieux appeler beaucoup de jeunes Congolais au lieu d'être des députés ou d'être des politiciens, d'entrer dans le monde des affaires pour reconstruire notre pays. Et il faut être généreux dans la vie. Il faut être généreux dans la vie, il faudrait savoir partager. Et tout ce que vous faites dans votre vie, tout ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'éducation de base que vous aviez reçue, de le bas âge dans votre propre famille. Parfois les gens me condamnent, non, il donne, il veut, c'est un vantard, tout ça, ce n'est pas ça. J'ai appris chez ma mère le partage et chez mon père le partage. Donc on apprend dans une maison. Si dans votre famille vous n'aviez pas appris à partager, vous pouvez monter au plafond et retomber. Vous ne saurez pas partager. Vous serez toujours quelqu'un qui va mourir égoïste dans sa vie. Ça sera donc Moïse Katumbi, Bill Gates et créateur d'emplois alors pour après. Non, vous savez, je préfère être Moïse Katumbi. Excusez-moi. Un petit enfant de Kashogo, c'est le plus important. Mais qui est allé loin. Merci. Christelle. Excellence, monsieur le gouverneur. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Congo d'Excellence et surtout, merci de nous avoir très chaleureusement accueillis à Kashobwe. Nous sommes donc ici dans votre village natal et c'est d'ailleurs un voyage qui nous a permis de découvrir combien vous avez transformé un village en une véritable petite perle. Et ce fut donc un voyage très enrichissant, à la hauteur de notre hôte. Et je ne sais pas, je pense que peut-être vous auriez un dernier mot à donner à la jeunesse. Non, avant de dire un dernier mot à la jeunesse, je voudrais d'abord remercier tous les journalistes qui sont arrivés. Je voudrais remercier tout le groupe, prendre le risque de venir connaître notre petit village, le village Kashobwe. Et le petit conseil que je vais donner aux jeunes, dans la vie, il faudrait savoir dire non à la place de non et dire oui à la place de oui. C'est le plus important. Eh bien, nous vous remercions tous et surtout le public qui est venu. On est très heureux d'avoir pu rencontrer les habitants de Kashobwe. On prendra encore le temps d'échanger avec eux. Merci aux intervenants et à leur contribution qui fut tout à fait productive. Et voilà, retrouvons-nous donc, chers téléspectateurs, très prochainement à nouveau pour un partage d'expériences, une réflexion sur les valeurs et surtout des échanges sur le parcours de réussite de nos différents invités. Cela se passera nulle part ailleurs que sur le plateau de Congo d'Excellence. Merci, à très bientôt. Merci, monsieur le gouverneur. Au revoir.